Je ne vais pas vous présenter Pauline en détail parce qu'elle va mieux le faire que moi, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'en fait, c'est l'héritière de Louis. Je ne sais pas si ça vient d'un compte de banque ou quelque chose comme ça, mais du moins, c'est l'héritière scientifique. Donc, Pauline, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ta présentation pour nous aujourd'hui. Puis, je suis convaincu qu'on va en apprendre beaucoup. Merci, Steve. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. J'ai l'impression d'être, je sais pas, dans Star Trek un petit peu avec le casque. Donc, bonjour, moi c'est Pauline. Je pense que pour beaucoup, on se connaît déjà comme j'ai fait mon doctorat ici, mais je vais vous parler un petit peu de mon parcours, de mes résultats récents, et puis je vais aussi aborder les thématiques de recherche qui m'intéressent et que j'aimerais euh, aborder dans le futur. Donc, je vais commencer par me présenter un petit peu. Donc ça, c'était pendant mon doctorat en train d'isoler le pathogène de la maladie hollandaise de l'orme au labo. Pour commencer, au commencement, donc à la base, bon, je suis française, ça vous le savez, vous l'avez entendu. J'ai fait ma licence et mon master à l'université Paul Sabatier à Toulouse, donc c'est dans le sud de la France. Donc, j'étais principalement en vraiment biologie, écologie. C'est surtout pendant mon master que j'ai découvert que la génétique des populations, c'était vraiment génial, que l'évolution, il n'y avait rien de plus important dans l'histoire de la science. Et donc, je me suis dit, je veux faire un doctorat qui a un rapport avec la génétique des populations, avec l'évolution. Je veux comprendre qu'est-ce qui façonne les espèces, quels ont été les mécanismes qui ont façonné les organismes et qui font ce qu'ils sont aujourd'hui. Euh, Pendant mon master, j'ai commencé aussi un petit peu à m'intéresser à la dynamique hôte pathogène parce que je me suis intéressée au rapport entre la diversité génétique des chevreuils et la charge parasitaire. Donc le chevreuil en France, c'est le petit chevreuil. C'est pas le cerf du Virginie qu'on a au Québec. Et j'ai eu la chance de voir des petits chevreuils dans mon master et de leur donner le Donc oui, c'est vraiment aussi cute que ça en a l'air et donner le biberon à un bébé chevreuil, c'était vraiment super. Je peux pas donner de biberon aux champignons malheureusement, mais au moins j'aurais eu cette belle expérience. Et donc je me suis dit pour mon doctorat, je veux vraiment partir à l'étranger. Et qu'est-ce qu'il y a comme plus beau pays que le Canada? Il n'y en a pas. Donc j'ai vu l'annonce d'un certain professeur Richard Hamelin en 2015, je crois. Et puis, ça parlait donc de génétique des populations, de l'adaptation des champignons responsables de la maladie hollandaise de l'orme. Et je me suis dit, OK, ça a l'air super, allons-y. Donc, j'ai mis toutes mes affaires dans 2 valises, j'ai pris mes chats et j'ai déménagé au Canada. Donc, j'ai commencé ma thèse en 2016 à l'Université Laval, donc avec Richard Hamelin, qui était professeur invité, et sous la co-supervision de Christian Landry, que vous connaissez bien. Donc, je me suis vraiment intéressée pendant mon doctorat à la génétique des populations, comprendre le séquençage, l'étude de la diversité, regarder la structure des populations, et puis vraiment aux mécanismes qui impactaient nos populations de pathogènes. Et ça, je vous montrerai les résultats dans quelques temps. Puis ensuite, j'étais tellement bien avec Richard que j'ai continué un petit peu avec lui et j'ai fait un premier postdoc dans le cadre du projet CoAdaptRee, si ça vous parle. Donc là, c'est vraiment plus l'étude des arbres et des pathogènes en rapport avec l'environnement et l'adaptation au climat. Et ensuite, j'ai continué. Là, j'ai switché un petit peu de bord. J'étais plus du côté des champignons, j'étais du côté des arbres. J'ai fait un postdoctorat avec Nathalie Isabelle au CFL et je me suis intéressée plus cette fois-ci à la traçabilité génomique des essences forestières canadiennes. Puis je l'ai fait aussi en collaboration avec Sam Eman de l'Université de Calgary, que j'ai oublié de mettre. Désolée, Sam. Et sinon, au niveau personnel, pendant tout mon parcours et même maintenant, et je vais continuer aussi, j'ai toujours eu une forte implication associative sur le campus de l'université, à la faculté, à l'IBIS. Donc, ça c'est pas prêt de changer. En ce moment, je suis secrétaire pour la Société de protection des plantes du Québec. Et puis, je suis nouvellement aussi membre du CEF depuis cette semaine. Et sinon, j'aime beaucoup parler de yoga. Si vous voulez discuter avec moi, c'est un bon moyen de me lancer.
J'ai un diplôme de professeur de yoga, j'ai été formée, je peux vous donner des cours. Et sinon, j'aime aussi énormément parler de mes chiens. Voilà. Donc, comme vous savez, les nouveaux professeurs, ils font pas que de la recherche, ils font aussi de l'enseignement. Et donc, moi, je donne 2 cours. Le premier cours, c'est le cours de mycologie générale. Il se donne à la faculté de foresterie, mais il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants de biologie et de microbiologie. Donc, ça se peut qu'il y en ait certains d'entre vous qui connaissent ce cours. L'idée de ce cours, c'est vraiment de faire un survol de qu'est-ce que c'est que la mycologie, la taxonomie, la biologie des champignons, un petit peu de biologie cellulaire. On parle un petit peu aussi d'évolution des champignons, on fait de l'identification, les nouveaux débouchés en mycologie, l'utilisation des champignons pour la bioremédiation, etc. Donc, c'est vraiment se faire une idée générale de tout ce qui peut exister en mycologie. Et puis aussi avec l'intervention de certains professionnels qui vont venir parler un peu aux étudiants de la culture des champignons alimentaires, de la production de bière et des choses comme ça. L'autre cours que je donne, donc celui-là, il est vraiment plus dans le cursus des ingénieurs forestiers. C'est le cours de pathologie forestière qui se donne à l'hiver. Donc, c'est pour que nos ingénieurs forestiers ils se fassent une idée de qu'est-ce que c'est qu'une maladie, la dynamique un petit peu des maladies dans les écosystèmes forestiers, qu'est-ce qui existe comme différents types de maladies, comment est-ce qu'on les prévient, comment est-ce qu'on peut lutter, leur donner un petit peu ça, une vision de la santé des forêts, puis du rôle des maladies forestières. Et donc aujourd'hui, ce dont je vais vous parler sera découpé un petit peu en 2 parties. La première, on pourrait l'appeler partie passée et la seconde partie future. Partie passée, je vais vous parler un petit peu de mes résultats principaux de doctorat et de post-doctorat. Et partie future, ce sera plus les projets qui sont en construction ou les thématiques qui m'intéressent et que j'aimerais aborder pour des futurs projets de recherche. Donc dans notre première partie, donc, les outils génomiques au service de la pathologie forestière, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas nouveau. La génomique en pathologie, on va dire plutôt c'est une brèche dans laquelle je me suis engouffrée parce que ça nous offre des outils qui sont vraiment puissants pour mieux comprendre à la fois la dynamique, la structure des populations, l'interaction entre les pathogènes et leurs hôtes. Donc, je surfe sur la vague. Donc, si je vous parle de pathologie forestière, que je vous parle de maladie, ça veut dire que quelque part aussi, il y a une notion de santé des forêts. Une forêt en santé, il y a beaucoup de définitions différentes. Moi, j'ai trouvé celle-ci que je trouvais qui représentait bien ce qu'on pouvait attendre d'une définition de la santé d'une forêt en santé. Donc, une forêt en santé peut répondre aux besoins de productivité. Elle supporte des communautés fonctionnelles de plantes et d'animaux. Elle est capable de se rétablir après des facteurs de stress naturels ou anthropiques. Donc, on a aussi vraiment cet aspect de résilience. La forêt, elle est capable d'absorber des perturbations puis de revenir à son état naturel. Et donc, les maladies, ce sont des facteurs de stress naturels. Les maladies, en fait, ils ont leur place dans les écosystèmes forestiers. Euh, Toute forêt aura toujours des arbres malades ou mourants. C'est un processus de régénération naturelle. Les vieux arbres, ils sont malades, ils tombent, ils laissent la place pour les nouvelles pousses. Donc, ça contribue vraiment au renouvellement de la forêt. De manière générale, les maladies forestières sont moins dévastatrices que les insectes. Ça inquiète beaucoup plus les forestiers de parler de la tordeuse des bourgeons, par exemple, ou les choses comme ça, que de la maladie hollandaise de l'Inde, par exemple. Mais il faut savoir que les maladies causées par les champignons particulièrement aussi, ça peut toucher vraiment toutes les plantes, donc pas que les arbres. Et pour les arbres, ça les touche autant en forêt naturelle que quand ils sont dans les milieux urbains. Donc, on a 3 types différents de maladies. Vous avez le droit à un mini cours de pathologie aujourd'hui. Il faut que je fasse attention à ce que je dis, comme il y a Louis dans la salle. Donc, on va trouver les maladies biotiques. Donc, comme leur nom le suggère, celles-ci, elles sont causées par un agent causal vivant, donc vraiment un organisme vivant, virus, champignon, bactérie. Et elles sont transmissibles. Et elles ont un aspect de permanence dans le sens où une fois qu'on est infecté, bon, bah, on a la maladie. Et puis, soit l'arbre s'en remet, soit il reste malade et il dépérit éventuellement. On a les maladies abiotiques
qui sont causées par un agent causal non vivant. Ça peut être le gel, ça peut être des facteurs environnementaux qui sont très stressants pour l'arbre. Et donc ceux-là, ils sont vraiment discontinus, ils sont accidentels. C'est bref, il y a un épisode de stress et donc c'est non transmissible. Puis ensuite, on a une dernière catégorie de maladies, sont les dépérissements. Donc souvent, les dépérissements, la cause est multiple. Ça va vraiment être un petit peu comme une spirale une fois que l'arbre est rentré dedans. Ça peut être l'addition de facteurs biotiques et abiotiques, et l'un sur l'autre, ça entraîne des conséquences désastreuses pour la santé de l'arbre. Donc ça, c'est comme l'ajout de différents facteurs les uns sur les autres qui vont entraîner notre arbre dans le dépérissement. Et donc aujourd'hui, moi, je vais vraiment plus me situer au niveau des maladies biotiques, donc qui sont causées par des agents vivants. Ces agents vivants, ils peuvent être répartis dans différentes catégories. On trouve des nématodes, des virus, des bactéries, des zoomycètes, mais la plus grande partie des pathogènes forestiers, ce sont des champignons. On a 85% de champignons, des basidiomycètes, des ascomycètes, qui sont les deux grands groupes de champignons. Donc, ça va être eux nos principaux responsables des maladies forestières. Et donc, c'est pour ça que la pathologie est quand même vraiment très biaisée vers les champignons, parce que ce sont eux un peu nos superstars des maladies forestières. Et donc, il y a des champignons, il y a des maladies qui deviennent tellement importantes dans certains cas qu'elles deviennent bien connues du grand public. Donc, par exemple, si je vous dis le chancre du châtaignier, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, par exemple, dans la salle. Oui, je vois oui, oui, je m'en doute. Je vois des hochements de tête. La plupart du temps, je vous ai dit, les maladies, ça fait partie d'un écosystème en santé, mais il y a certains cas où il y a des telles épidémies qui explosent que les populations d'autres sont vraiment profondément affectées. Par exemple, les châtaigniers, ils ont été vraiment balayés en Amérique du Nord. Il y a quelques repousses végétatives sur les châtaigniers qui se sont fait tuer par la maladie, mais ils ont à peine le temps de repousser qu'ils sont déjà redétruits finalement par une nouvelle infection. Aux États-Unis, notamment, il y a plusieurs programmes d'amélioration génétique, il y a des essais de lutte biologique qui sont mis en place pour lutter contre cette maladie, tellement elle est importante et elle s'est propagée très, très rapidement. Il y a une autre maladie que peut-être vous connaissez aussi, qui est tellement importante, surtout dans les paysages urbains. C'est la maladie hollandaise de l'orme, qu'on appelle aussi parfois la graphiose de l'orme, qui, elle, a causé donc des pertes considérables dans nos populations d'ormes matures de toute l'Amérique du Nord. Il y a certaines rues, il y a certains paysages urbains qui ont vraiment été complètement modifiés par la perte complète de ces arbres matures. C'est une pandémie, on en parlait beaucoup. On en parlait beaucoup au début des années 80-90. Je pense qu'il y a eu comme un déclin un petit peu d'intérêt, mais il faut savoir que la pandémie elle est toujours active et qu'en 2022, elle a été détectée en Alberta pour la première fois. Donc il ne faut pas se dire, oh, la maladie hollandaise de l'orme, oh, c'est passé, c'est un peu terminé. Non, il y a toujours la maladie qui avance, puis il y a toujours des foyers qui sont actifs. Donc le genre de questions qu'on se pose quand on est pathologiste, on peut se demander quels sont les mécanismes d'infection du pathogène quand il va aller déclencher la maladie chez son hôte. On peut se demander quelles sont les défenses que l'hôte peut mettre en place pour lutter contre la maladie. On peut se demander quelle est la structure génétique des populations pathogènes. Est-ce que c'est très clonal? Est-ce qu'il y a beaucoup de diversité? Ça nous aide à mieux comprendre la dynamique de la maladie, puis éventuellement les mesures de gestion. On peut aussi, plus au niveau fondamental, se demander quels sont les différents mécanismes qui sont impliqués quand on a des épidémies qui explosent comme ça. Par exemple, chancre du châtaignier, qu'est-ce qui fait que cette espèce elle est aussi virulente? Qu'est-ce qui fait qu'elle va pratiquement raser tous nos arbres, tous nos châtaigniers de la carte? On peut aussi se demander comment est-ce que nos pathogènes ils vont s'adapter à leur hôte ou à leur environnement. Donc ça, c'est le genre de questions qui m'intéressent de manière générale et sur lesquelles aussi j'ai travaillé pendant mon doctorat notamment. Pendant mon doctorat, je me suis concentrée sur la maladie hollandaise de l'orme. Donc, pour avoir une brève histoire de la maladie hollandaise, il y a eu une première vague de la maladie dans les années à peu près 1900 à 1940. Donc, ça a commencé en Europe, puis ensuite, ça a été introduit en Amérique du Nord.
Et il y a une première espèce qui a été caractérisée, qu'on a appelée Ophiostoma ulmi. Puis, il y a eu un certain déclin de cette épidémie-là, et ça a repris de plus belle dans les années 70, et c'est encore actif aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et cette fois-ci, ça a éclaté un petit peu simultanément en Amérique du Nord et en Europe. Donc, on a détecté que c'était une nouvelle espèce qui a été appelée Ophiostoma novo-ulmi. Et on a vu qu'il y avait des différences entre les souches qui étaient en Amérique du Nord et les souches qui étaient en Europe. Donc, il y a deux sous-espèces qui ont été caractérisées, qui ont été appelées Ophiostoma novo-ulmi novo-ulmi et Ophiostoma novo-ulmi americana. Donc, je sais que ça ne porte pas du tout à confusion tous ces ulmi et ces novo-ulmi, mais pour plus de facilité, Ophiostoma ulmi, je pouvais l'appeler OU dans mon diaporama. Ophiostoma novo-ulmi, dans le sens général, je vais l'appeler ONU. Et si je spécifie la sous-espèce européenne, je vais mettre NOV. Et si je spécifie la sous-espèce américaine, je vais mettre AME. Et donc, la maladie hollandaise de l'homme, elle s'appelle comme ça parce qu'elle a été caractérisée pour la première fois par une pathologiste hollandaise. Voilà. Mais elle n'est pas forcément spécifique à la Hollande. Donc, les objectifs de mon doctorat, c'était de mettre à jour les connaissances sur la structure génétique des populations en utilisant des outils génomiques, parce que c'est une maladie qui a été vraiment beaucoup étudiée, mais jamais à la lumière d'outils génomiques et de génome complet, dans le fond, donc à plus grande échelle. Le deuxième objectif, c'était de caractériser quels étaient les mécanismes évolutifs qui étaient les principaux moteurs de l'évolution chez ces espèces. On a vu qu'il y a eu 2 vagues de pandémie, que c'est quand même un pathogène qui est assez actif, assez virulent. Donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer, dans le fond, cette histoire? Et le troisième, c'était d'identifier les gènes candidats associés à sa croissance, à sa virulence, donc à son succès. Donc, pour faire ça, je me suis intéressée à 97 échantillons répartis un petit peu partout en Amérique du Nord et en Europe. Et puis, donc, en faisant du séquençage de génome complet, je suis vraiment retombée sur mes 2 différentes espèces, Ophiostoma ulmi d'un côté, ici en bleu, OU, et Ophiostoma novo-ulmi, décomposé en 2 sous-espèces, l'européenne, NOV, et l'américaine, AME. Mais ce qu'on a observé, c'est que la sous-espèce américaine, elle semblait elle-même divisée en 2 lignées différentes. Donc, il y avait un petit niveau de complexité un petit peu supplémentaire par rapport à ce qui avait déjà été caractérisé. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup d'individus qui étaient hybrides. Ça se voit aussi beaucoup sur l'arbre phylogénétique que je ne vous ai pas montré. Mais donc, il y a énormément d'échanges génétiques entre les sous-espèces et entre les différentes lignées. Donc, on s'est demandé, toute cette hybridation, est-ce qu'elle peut mener à de l'introgression? Et si oui, cette introgression, qu'est-ce qu'elle a comme effet? Donc, on a vu que l'hybridation menait à beaucoup d'introgression dans le génome de nos espèces. Donc, ici, rapidement, en bleu, c'est Ophiostoma ulmi, donc c'est des alignements de génome, et les différentes sous-espèces d'Ophiostoma novo-ulmi en vert. Et en fait, à chaque fois que vous voyez du bleu dans les génomes en vert, ça veut dire qu'il y a eu une introgression de Ophiostoma ulmi vers une autre souche. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir les petites introgressions, mais dans le fond, il y en a sur tous les chromosomes et il y en a dans plein d'échantillons. Donc, ce qu'on s'est demandé, c'est qu'est-ce que ça avait comme effet? On a vu que les zones introgressées étaient associées avec une hausse de diversité. On a vu qu'il y avait aussi des gènes qui avaient l'air particulièrement intéressants dans ces parties introgressées, comme par exemple du transport membranaire, des cytochromes, des gènes d'incompatibilité végétative, donc qui vont empêcher nos champignons de fusionner. Et puis, on s'est demandé si ça avait également un effet sur le phénotype. Et donc, on a phénotypé nos différentes souches. Donc, on a mesuré leur croissance dans différents milieux et à différentes températures. Si la méthode vous intéresse, on pourra en discuter ensemble. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que nos individus introgressés à gauche et nos individus introgressés à droite, ils présentaient une différence de croissance significative à 30 degrés. Donc, en fait, il semble que ces gènes introgressés de Ophiostoma ulmi vers
Ophiostoma novo-ulmi, lui procurent un avantage et lui permettent de mieux pousser à 30 degrés. Donc, il semble que vraiment cette hybridation qui a mené à de l'introgression a vraiment un effet très important sur l'histoire évolutive de notre pathogène. Et on s'est demandé si ça avait aussi potentiellement un effet sur sa virulence, en plus de sa croissance. Donc, Ophiostoma novo-ulmi et Ophiostoma ulmi, on peut caractériser leur virulence en utilisant des pommes Golden Delicious, parce qu'il y a une corrélation entre la taille de la nécrose qu'ils vont faire sur la pomme et les symptômes qu'ils vont causer sur un arbre. Donc, ça nous permet de se faire une idée de la virulence d'une souche rapidement en laboratoire sans avoir à utiliser des serres, beaucoup de réplicas, de boutures, etc. Et en plus, ça sent très bon dans le laboratoire quand on les met à l'autoclave. Et donc, ça, c'est donc toutes nos souches qu'on a phénotypées. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait bien un effet de l'introgression sur la virulence, mais que ça avait l'air de dépendre en fonction du chromosome qui était introgressé. Donc, si les souches ont une introgression sur le chromosome 1, elles ont tendance à avoir une virulence ou une taille de nécrose un petit peu supérieure, tandis que si elles ont une introgression sur le chromosome 8, elles auraient une virulence un petit peu inférieure. Donc, on s'est dit qu'il y aurait peut-être une espèce de trade-off entre l'introgression, elle est adaptative parce qu'elle nous permet d'avoir une meilleure croissance à 30 degrés, par exemple, mais elle réduit la virulence. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle ne serait pas fixée complètement dans notre population. Donc, c'est ça. Ensuite, le résultat, la suite logique, quand on a nos génotypes, quand on a nos phénotypes, c'est de faire une étude d'association. Donc ici, c'est tout simplement un GWAS entre la taille de ma nécrose puis tous les différents SNP. Et il y a certains candidats qui sont sortis. Il y en a qui sont associés à la virulence dans d'autres pathogènes, par exemple celui-là, protéine à domaine CFEM. Il y en a qui sont impliqués aussi dans la détoxification, comme par exemple celui-là. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a Philippe Tanguay, qui est chercheur au Centre de foresterie des Laurentides, qui a développé la méthode CRISPR-Cas9 pour Ophiostoma. Et donc, on a essayé de faire des knockouts de ces gènes, donc d'obtenir des mutants. Alors, c'est là que mon déroulement de l'histoire va s'arrêter un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de gènes pour lesquels c'était très difficile d'obtenir des mutants, donc potentiellement qu'ils étaient impliqués dans des processus métaboliques très importants pour la cellule. Mais il y a potentiellement des petites pistes intéressantes. Si vous voyez en noir, ça va être notre wild type, notre souche de référence. Et si on regarde à 20 degrés, par exemple, il y a certains mutants qui présentent des croissances qui sont vraiment beaucoup plus faibles ou beaucoup plus importantes. Donc, il y a peut-être potentiellement des candidats intéressants dans ces gènes-là. Donc, restez à l'affût des prochains développements, peut-être des nouveaux mutants ou un nouveau phénotype sur pomme pour essayer de mieux caractériser l'effet de ces candidats sur la virulence. Le temps file, donc je vais essayer d'enchaîner un petit peu. Je vais vous parler un petit peu de ce sur quoi j'ai travaillé pendant mon premier postdoctorat. Donc, je suis toujours restée chez mes pathogènes forestiers, mais cette fois-ci, je me suis plus intéressée à l'adaptation à l'environnement et plus particulièrement à la convergence évolutive dans l'adaptation à l'environnement chez 3 espèces différentes. Donc, quand plusieurs espèces utilisent les mêmes fonctions ou les mêmes gènes pour s'adapter aux conditions climatiques, par exemple, on va dire qu'il y a une convergence évolutive ou qu'il y a une répétabilité de l'adaptation. Et comme on a une augmentation de nos maladies émergentes dans les dernières années, on a un effet important des changements climatiques sur nos populations de pathogènes. Il y a vraiment un effet important des différentes conditions climatiques sur l'évolution des génomes de nos pathogènes. Je me suis dit que c'était intéressant d'essayer d'aller voir si on pouvait détecter de l'évolution répétée, de la convergence évolutive chez plusieurs espèces différentes pour pouvoir peut-être mieux comprendre ou mieux prédire les futures épidémies. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 3 espèces différentes
Donc, Ophiostoma novolmi, agent de la maladie hollandaise de l'orme que vous connaissez, mais également Dothistroma septosporum et Notophaeocryptopus goemani. Oui, je me suis beaucoup pratiquée pour le dire celui-là, mais maintenant je l'ai. Et donc, Notophaeocryptopus, il provoque la rouille suisse du Douglas ou Swiss needlecast. Son hôte principal, c'est le sapin Douglas, qui est un conifère, et on le retrouve principalement dans l'Ouest. Tandis que Dothistroma septosporum, qu'on appelle aussi maladie des bandes rouges ou Dothistroma needle blight, il affecte principalement le pin tordu, qui est aussi un conifère, et on le retrouve aussi dans l'Ouest. Donc, ces deux espèces-là sont plus proches l'une de l'autre, et il y a à peu près 150 millions d'années entre les Dothideomycètes et les Sordariomycètes, pour vous situer un petit peu. Donc ça, c'est la répartition de nos espèces. Donc on a la maladie hollandaise de l'orme, avec de Chen disease, dead, qui est plus à l'est. Les deux autres maladies qui sont plus à l'ouest, elles ont chacune leur structure génétique propre. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par me poser la question, quelles sont les variables climatiques qui sont le plus importantes dans l'adaptation de ces pathogènes à l'environnement? Quelles vont être les variables climatiques qui vont le plus façonner la diversité génétique de nos pathogènes en utilisant une méthode de gradient forest, en utilisant gradient forest, qui est une méthode qui produit des arbres. Et donc, gradient forest, ce qu'il fait, c'est qu'il leur donne les différentes variables climatiques par importance. Donc, dans son modèle, il essaie d'expliquer la diversité génétique et il va dire, celles qui me permettent de prendre les meilleures décisions, c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et puis donc, sans tout vous détailler, ce que je voulais vous montrer, c'est que les variables les plus importantes pour chacun de nos pathogènes, c'est vraiment celles qui sont liées aux précipitations et à l'humidité. Donc, je me suis concentrée sur les précipitations, l'évapotranspiration. J'ai inclus aussi la température annuelle moyenne parce que je voulais voir ce qui se passait. Mais spoiler alert, il ne se passe rien avec la température annuelle moyenne. Donc, je me suis vraiment concentrée sur les précipitations et l'évapotranspiration. Et si vous voulez, on parlera peut-être de la méthode un petit peu plus tard, puis je vais me concentrer sur les résultats. Mais en fait, j'ai cherché à identifier de la redondance dans mes orthologues entre mes différentes espèces pour voir s'il y en avait qui étaient toujours associés avec ma précipitation ou avec mon évapotranspiration dans mes trois espèces. C'est en très gros. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que pour ma précipitation moyenne annuelle, j'avais deux orthogroupes différents qui présentaient une signature de convergence évolutive. Et pour mon évapotranspiration, j'en avais 10. Et donc, ce que je trouve principalement, c'est des gènes de maintenance, des gènes de transport. Mais il y a des gènes qui sont vraiment intéressants. Par exemple, celui-ci, ils sont impliqués dans le cytosquelette et dans la structure de la cellule. Ils sont associés avec l'humidité et on sait qu'un grand facteur qui va déterminer la germination de nos champignons, ça va être l'humidité. Donc, il se peut que ces deux gènes-là aient joué un rôle très important dans la germination puis dans l'envahissement de l'hôte par le pathogène. Une petite note aussi pour celui-ci et celui-là qui ressortent en fait dans les expériences de RNA-seq qui sont exprimées différentiellement, ici chez Ophiostoma novolmi et ici chez Dothistroma needle blight. Et l'oxydoréductase, son rôle, elle a un rôle de détoxification. Tandis que la kinase, elle régule beaucoup de processus cellulaires, donc de gènes qui sont vraiment importants. Donc ça, l'idée, c'était de prouver quels étaient les gènes qui présentaient le plus de signatures de répétabilité de l'adaptation. Et c'est ceux-ci qui sont sortis. Et ce que j'aimerais faire dans le futur, c'est vraiment aller un petit peu plus loin dans cette exploration-là. Parce que forcément, ici, j'ai que 3 espèces. Donc, quand on cherche de la répétabilité, c'est sûr que plus on a d'espèces, plus on va pouvoir être solide dans notre démonstration de convergence. Mais il semble qu'on est déjà sur la bonne piste et qu'il y a déjà des gènes qui sont vraiment importants, qui sont appliqués dans l'évolution de nos pathogènes. Maintenant, je passe
à mon deuxième postdoctorat. Donc, on change un petit peu d'ambiance et je vais vous parler de traçabilité des arbres et des produits du bois, mais traçabilité génomique. Donc, pourquoi est-ce que c'est important la traçabilité des arbres et des produits du bois? Il y a de nombreuses espèces qui sont classées sur des listes, par exemple la liste CITES, dont le commerce est vraiment régulé, qui sont des espèces souvent en voie de disparition euh, et qu'on ne peut pas importer ou exporter n'importe comment, qui sont très très régulées. Donc, c'est important de pouvoir les identifier. Mais également, si on parle au sein du Canada, c'est important de pouvoir tracer nos arbres pour, par exemple, avoir un meilleur contrôle de la certification forestière, pour éviter les tampering avec le... Quelqu'un qui est là pour moi? Pour éviter de faire des fausses déclarations, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a beaucoup de la certification qui se base vraiment juste sur des papiers, mais on ne peut pas trafiquer l'ADN. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Et puis, on est aussi dans un contexte où on parle de plus en plus de migration assistée pour nos populations d'arbres. Donc, savoir exactement d'où viennent les arbres, où ils vont, d'être capable de les suivre, c'est vraiment important. Et donc, pour ça, avoir des outils qui nous permettent de les identifier précisément, de les caractériser, euh, c'est euh, c'est très important dans ce contexte de migration assistée. Et donc, quand on parle de traçabilité génomique, on parle de la capacité soit à identifier l'origine taxonomique, donc vraiment juste l'espèce, qu'est-ce que c'est, mais on peut parler aussi d'origine géographique, donc vraiment plus précisément un continent, un pays, voire une population ou une localité. Donc ça peut être d'un arbre, ça peut être de produits du bois, ça peut être d'une plantule. Donc, il y a différentes méthodes qui permettent d'identifier le bois. Donc, il y a par exemple l'anatomie du bois. C'est quelque chose qui est complexe, ça demande beaucoup d'expertise. Il faut travailler au microscope, il faut être un taxonomiste assez aguerri pour pouvoir les distinguer. Et souvent, on peut s'approcher de l'espèce, mais le plus souvent, on reste au genre. Il y a également la signature chimique. C'est simple, c'est peu coûteux, mais encore une fois, la précision reste un petit peu limitée. Tandis qu'avec notre signature génomique, le coût et la complexité sont un petit peu plus importants, mais on arrive très facilement à obtenir de l'identification à l'espèce, voire dans de nombreux cas, vraiment prédire une origine géographique. La dernière technique qui existe, elle est seulement en cours de développement pour l'instant, donc c'est l'utilisation d'une signature isotopique. C'est d'une complexité et d'un coût un peu moyen, mais le désavantage, c'est qu'on ne peut pas faire d'identification taxonomique. La signature isotopique, elle va vraiment vous situer à quelque part sur la Terre, mais elle n'est pas capable de dire qu'est-ce qu'elle va situer sur la Terre. Donc, c'est vraiment juste pour une origine géographique, mais il n'y a aucune identification taxonomique. Donc, la signature génomique, c'est quand même un bon compromis au niveau temps, expertise, coût et précision qu'on peut obtenir. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire de la traçabilité génomique? Vous le savez, les populations naturelles, elles se différencient, soit à travers des processus neutres, comme par exemple l'isolation par la distance. Donc, plus la distance géographique va augmenter, plus la distance génétique va augmenter. Donc, au bout d'un moment, deux individus qui sont chacun à l'extrême de la distribution de la population, ils deviennent très différents génétiquement parce qu'ils ne peuvent plus échanger des gènes. Ou ça peut être, par exemple, de l'adaptation locale. Là, ça ne marche pas parce qu'ils sont tous pareils. Mais au nord, il fait plus froid, au sud, il fait plus chaud. Donc, juste le fait de s'adapter à son environnement, ça va provoquer des différences dans notre population. Et donc, nous, c'est vraiment sur ces différences qu'on va miser quand on fait de la traçabilité génomique pour essayer d'assigner un individu au bon endroit. Et donc ça, c'est un projet sur lequel je travaille avec Julien Prunier de Genovalia et aussi Mélanie. Et en fait, on a développé un pipeline pour assigner des individus à une origine géographique. Donc, on a juste besoin de marqueurs génétiques. Nous, on utilise des SNP et des coordonnées géographiques. Et donc, on utilise différents algorithmes pour pouvoir les comparer, comme du plus simple à un petit peu plus complexe. Donc, on utilise par exemple modèle linéaire, KNN, des random forest, des gradient boosting pour avoir aussi un petit peu du machine learning là-dedans. Et donc, ce qu'on fait, c'est que pour chacun de nos jeux de données,
On va aller échantillonner aléatoirement des SNP, par exemple 100 SNP, 250, 5000 SNP, et puis on estime quelle précision on peut avoir avec ça. Donc, on a fait ça pour 4 espèces différentes. L'épinette noire, le peuplier, comment il s'appelle? Black Cottonwood? Populus trichocarpa, le peuplier faux tremble et le pin tordu. Donc, ils ont tous des distributions assez différentes, mais qui sont vraiment assez larges. Donc, on s'attend à quand même pouvoir assigner précisément nos individus, parce que, par exemple, l'épinette noire qui est en Alaska et celle qui est au Québec, normalement, elles devraient être assez différenciées génétiquement pour qu'on puisse les retrouver. Et donc, comment est-ce qu'on mesure notre erreur? On va prédire la latitude et la longitude avec notre modèle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la distance entre ce qu'on a prédit et les coordonnées réelles. Donc, plus l'erreur est petite, plus on est proche de la réalité, donc meilleur notre modèle il va être. Et donc, pour chacun des échantillonnages de SNP, on va mesurer l'erreur moyenne dans notre population. Donc, ça, c'est nos résultats. Alors, il y a beaucoup de choses, mais principalement, ce que je voudrais vous montrer ici, par exemple, si on prend Populus trichocarpa, donc on va voir notre erreur ici qui est en kilomètres, 500, 400, 300, 200, 100 km, et le nombre de SNP qu'on a utilisé dans notre échantillonnage aléatoire. Ce qu'on voit, sans grande surprise, c'est que plus on ajoute des SNP, plus l'erreur, elle diminue. Mais ce qu'on peut aussi voir, c'est que on a des modèles qui semblent mieux performer que d'autres. Donc, dans ce cas-là, ici, par exemple, en orange, c'est KNN qui performe mieux. Populus trichocarpa, dans notre échantillonnage, il est un petit peu plus réduit, mais il a un échantillonnage qui est très, très dense. Donc, si on compare, par exemple, avec l'épinette noire, qui a à peu près la même quantité de données, mais une distribution beaucoup plus large, on a déjà beaucoup plus de variations et on a beaucoup plus de mal à assigner précisément l'origine géographique d'un individu. Mais on voit quand même généralement que plus on ajoute des SNP, plus on ajoute de l'information, mieux on arrive à se rapprocher de la réalité. Donc l'idée, c'était de se dire, OK, si on connaît vraiment rien à une espèce, qu'on a juste un jeu de données, autour de 2000 SNP, en général, pour la plupart de nos espèces, on arrive à avoir des erreurs qui sont autour de 200, 500 km. Donc sur 500 km, ça peut paraître beaucoup, mais ça dépend vraiment du but de l'analyse. Si c'est par exemple de la certification forestière qu'il faut être très très précis, 500 km, c'est un petit peu large. Mais si, par exemple, c'est pour un contrôle aux frontières, on veut savoir si le bois, il est canadien ou s'il vient des États-Unis ou savoir de quelle province il vient, une erreur de 200 km, ça peut parfois suffire quand même. Donc, si on met tout ça ensemble, ça fait... donc, ça représente mon parcours, ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et ça m'a aussi inspiré pour de futurs projets et des futures thématiques de recherche dont j'aimerais vous parler. Un premier futur projet qui est en construction, Louis et moi, on a été contactés par la ville de Québec qui nous ont dit qu'ils étaient intéressés à réintroduire des ormes dans la municipalité. La ville de Québec, ils ont un programme où en fait les citoyens peuvent faire la demande d'avoir un arbre planté sur leur terrain. Et puis ils veulent aussi en offrir aux gens pendant la journée des arbres, etc. Donc ils veulent des arbres qui sont résistants. L'idée du projet, c'est d'aller chercher les ormes qui sont remarquables. Les ormes remarquables, c'est des ormes qui ont atteint des tailles qui sont vraiment très, très grandes. Celui-là, par exemple, je ne sais pas si vous reconnaîtrez, il y a l'église, le petit parc Saint-Mathieu, le cimetière. Celui-là, c'est un des plus gros arbres de la ville, un des plus gros ormes de la ville de Québec. Il fait 1,87 m à la base. Et donc, nous, notre idée, c'est de dire, OK, les arbres qui sont encore debout, soit ils sont résistants, soit ils n'ont jamais été confrontés à la maladie. Mais donc, on va éviter les arbres qui ont été traités, on va éviter les arbres qui ont potentiellement jamais été exposés, mais ceux qui sont potentiellement résistants, on va les échantillonner, puis on veut dresser un portrait génétique un petit peu de cette population-là, voir qu'est-ce qu'il y a comme diversité. Et puis, dans le futur, ce qu'on aimerait, c'est faire des boutures de ces arbres-là pour pouvoir faire des tests d'inoculation et d'essayer vraiment de trouver des génotypes qui sont résistants dans nos populations.
Donc, restez à l'affût pour celui-là, qui est en cours de développement. Sinon, il y a d'autres thématiques de recherche sur lesquelles j'aimerais travailler dans les années à venir. Donc, je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure de la convergence évolutive. J'aimerais aussi m'intéresser plus particulièrement à l'interaction entre les différents génomes des hôtes et des pathogènes. Puis, j'aimerais aussi, dans un contexte plus appliqué, développer des méthodes de surveillance des maladies émergentes, puis de mieux caractériser l'impact des changements globaux sur les maladies forestières. Donc, nos maladies forestières, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des perturbations qui sont naturelles, mais elles peuvent causer des diminutions de croissance, causer des pertes sylvicoles, et dans certains cas, elles peuvent vraiment affecter très fortement nos populations d'hôtes, puis la composition des forêts. Et traditionnellement, on les regarde selon, on les étudie selon le triangle des maladies. Donc, on a notre pathogène, l'environnement et l'hôte. Il faut que ces trois conditions soient réunies pour qu'on observe vraiment une maladie, que le pathogène il soit capable d'infecter l'hôte, que l'hôte soit sensible, susceptible et que l'environnement soit propice. Et seulement dans ces conditions-là, on a une maladie. Mais là où j'aimerais m'en aller, c'est que traditionnellement, si je regarde la sensibilité de l'hôte ou si je regarde la virulence du pathogène, on va beaucoup y aller avec des études d'interaction type GWAS, par exemple. Et j'aimerais aller vers quelque chose de plus tridimensionnel avec le génome du pathogène, le génome de l'hôte sous l'influence de l'environnement pour avoir vraiment une représentation plus complète et plus compréhensive de ce qui se passe et de l'interaction entre les deux génomes plus que juste d'avoir le phénotype et d'essayer d'identifier quel marqueur est associé avec ce phénotype-là. Donc c'est un petit peu ambitieux, mais au niveau statistique, ça va se faire. Ça va être possible. Puis, j'aimerais aussi aller encore un petit peu plus loin en étudiant le pathobiome de nos arbres. Aujourd'hui, on parle de plus en plus aussi du microbiome humain, par exemple, du microbiome des arbres, du microbiome des abeilles. Mais la partie pathogénique du microbiome, on l'appelle le pathobiome. Les arbres, ils peuvent être infectés par plusieurs pathogènes en même temps. Des fois, ils peuvent s'influencer les uns sur les autres. Et c'est utilisé dans certains cas, par exemple, pour développer des méthodes de lutte biologique, quand deux pathogènes se font compétition, par exemple. Et donc ça, c'est des thématiques que j'aimerais bien aborder. Par exemple, il y a Nathalie et Christine Martineau du CFL qui travaillent là-dessus. Donc, avoir cette vision un petit peu plus intégrative du monde des pathogènes, donc vraiment du pathobiome, plutôt que juste un arbre, un pathogène. Puis enfin, je serais vraiment intéressée par mieux caractériser l'impact des changements climatiques sur les maladies, mais surtout au niveau empirique. Je vous ai dit qu'on pouvait, par exemple, à travers la convergence évolutive, j'essayais de mieux comprendre les facteurs qui allaient impacter la distribution de mes espèces, l'évolution de mes espèces. Mais en pathologie, on fait beaucoup de prédictions. On peut faire aussi, par exemple, du genomic offset, des enveloppes écologiques pour essayer de prédire les distributions. Mais on manque encore vraiment beaucoup de mesures empiriques. Vraiment, qu'est-ce qui se passe sur le terrain pour telle maladie, sur tel arbre, dans quelles conditions climatiques. Donc, ce que je voudrais, c'est avoir des mesures sur le terrain et vraiment sur le long terme pour voir si nos prédictions, nos modèles, ils sont tous vraiment très performants ou est-ce qu'ils sont complètement à côté. Et puis même avoir plus de données pour nourrir ces modèles-là parce qu'il faut bien qu'ils travaillent sur quelque chose. Donc, ça, c'est encore vraiment très flou et très vaste. Mais il y a par exemple le ministère des Ressources naturelles et des forêts, donc le provincial. Ils ont 12 807 placettes où ils font des relevés réguliers. Il y a aussi la forêt Montmorency là, qui est en pleine revalorisation où il y a beaucoup de relevés qui se font. Donc, j'aimerais peut-être aller chercher ces données-là, aller établir des connexions avec les gens qui travaillent là pour vraiment avoir ces relevés dans le temps, ces observations, donc peut-être les conditions du sol, les conditions climatiques, voir est-ce qu'il y a des maladies qui commencent à ressortir en fonction des années, en fonction de l'évolution des conditions climatiques, etc.
Donc là, je me projette vraiment sur le long terme, essayer vraiment de voir empiriquement sur le terrain, est-ce que nos pathogènes, est-ce que la distribution de nos maladies, l'incidence des maladies, ça va changer dans les années à venir sous l'effet des différentes conditions climatiques. Puis une dernière petite minute, je vais passer assez rapidement dessus, mais c'est le côté plus application. Donc ça va vraiment, vraiment vous parler. L'idée, c'est que souvent une maladie, mettons une maladie qui est introduite, elle va souvent être non détectée. Le temps qu'elle se propage, le temps qu'elle s'installe et le temps qu'on la remarque, souvent il est trop tard en fait finalement. Ça coûte trop cher de mettre en place des mesures pour l'éradiquer une fois qu'elle est déjà installée. Donc l'idée, c'est que plus on va la détecter rapidement, plus on va la repérer, mieux on va pouvoir empêcher son installation et sa propagation. Et donc, ça va aussi coûter moins cher. D'autant plus que, ici, il y a l'exemple de Sandrine qui, elle, est chercheuse en entomologie. Elle utilise ce genre de technologie comme le Minayon ou le Bento, où on va vraiment pouvoir avoir des labos de terrain, finalement, pour mieux détecter nos espèces, pour mieux les identifier, pour mieux les caractériser. Et donc, mon idée, c'est d'appliquer ça aussi avec nos pathogènes forestiers, d'avoir dans le futur peut-être un ingénieur forestier qui ira faire un inventaire dans le bois et qui s'emportera un labo mobile s'il trouve une maladie, s'il trouve quelque chose qu'il n'arrive pas à identifier, il pourra caractériser sur le terrain et dire, OK, j'ai repéré telle espèce ou telle nouvelle espèce à tel emplacement pour nous permettre de mieux informer les gestionnaires et mieux prévenir la dispersion des maladies. Donc j'abrège un petit peu parce que j'ai beaucoup parlé et parce qu'aussi j'ai cours dans 10 minutes. Mais en gros, donc la pathologie, ça a vraiment un bel avenir en génomique. La génomique, ça nous fournit plein d'outils pour aborder sous différentes facettes nos interactions entre les autres, les pathogènes et leur évolution. Les projets de sciences fondamentales, pour moi, ça nourrit vraiment plus les applications et vice-versa, parce que si on a un projet qui est plus appliqué, ben, on va produire des données qui, elles, vont à leur tour nourrir aussi la science fondamentale. Donc, tout va ensemble. Puis enfin, j'espère que ma présentation, ça vous a convaincu que la maladie hollandaise, c'est vraiment la maladie la plus cool dont vous ayez jamais entendu parler. C'est notre modèle en pathologie et que voilà, c'est la meilleure des maladies. Merci beaucoup, bonne journée.